La première terrasse au sud du cours Saleya est construite au XVIIIe siècle. Mais pour bien comprendre l'origine de cet aménagement urbain, nous remonterons au XVIe et XVIIe siècle pour évoquer les aménagements antérieurs du quartier ainsi que les projets non aboutis. L'activité touristique qui se développe dans la région littorale au XVIIIe siècle génère de nouveaux aménagements urbains. Le long de l'actuelle cour Saleya, reprenant le tracé des anciennes murailles, seront bâtis des magasins et maisonnettes d'un étage, dont les toits-terrasses serviront de promenade publique pour le plus grand plaisir des hivernants. L'aménagement de ces terrasses se poursuivra jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elles forment aujourd'hui une double rangée parallèle au rivage. Au cours du XVIe siècle, le comté de Nice, qui appartient au duché de Savoie, est traversé et pillé à plusieurs reprises par les armées en guerre du roi de France François Ier et de l'empereur Charles Quint. En 1543, Nice est assiégée par la flotte ottomane dirigée par Barberousse, à laquelle les Français s'étaient alliés. Les ennemis échouent devant la forteresse du château, mais la ville est prise et incendiée. Le siège de 1543 mit en évidence les points faibles de la défense de la ville, et plus particulièrement au niveau des remparts de la Marine, zone de l'actuelle cour Saleya. En 1559, les traités du Cateau-Cambrésis signent la paix entre la France, l'Espagne et le Saint-Empire germanique. Le duc Emmanuel Philibert récupère alors ses États de Savoie. À partir de 1559, le duc s'attache à renforcer la vocation maritime et militaire de la capitale du comté. Un nouveau tracé des fortifications de la marine est décidé. Les nouvelles murailles se reconstruisent plus au sud, vers la mer. Sur ce plan conservé aux archives d'État de Turin, on peut observer le tracé des murailles de la ville, et plus particulièrement de celles du quartier de la Marine avant leur reconstruction dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le nouveau tracé des fortifications de la Marine, que l'on peut observer sur ce plan, libère un nouvel espace constructible intramuros. Dès la fin du XVIe siècle, les syndics encouragent les particuliers à acquérir ces nouveaux terrains. Le plan dit de Pastorelli, dessiné en 1610 par le peintre Gio Ludovico Balduino, offre une vue du quartier de la Marine dans les premières années du XVIIe siècle. L'espace qui longe les murailles est encore peu construit. Au centre, portant le numéro 23, on distingue un modeste bâtiment. Il s'agit de la halle aux poissons. À l'est de la poissonnerie communale, le numéro 26 indique l'ouverture principale des remparts, nommée porte de la Marine. Les premiers projets d'aménagement du quartier de la Marine remontent au XVIIe siècle. Les archives d'État de Turin conservent notamment le projet élaboré par l'architecte Pietro Arduzzi vers 1655. En rouge sont indiquées les constructions existantes et l'on reconnaît d'ailleurs la porte de la Marine, tandis qu'en jaune sont indiqués les bâtiments projetés. L'architecte propose l'implantation de divers édifices publics et religieux, mais surtout la construction d'une rangée d'immeubles avec portiques, dont le premier étage serait aménagé en magasin. Dans le petit texte qui accompagne ce plan, l'architecte indique que déjà la ville pense à mettre à l'encan les sites vacants qui devront être aménagés selon ce dessin. Toutefois, ce projet de Pietro Arduzzi ne verra pas le jour. Quelques années plus tard, les murailles de la Marine nécessitent d'importants travaux de rénovation. À cette occasion, l'architecte Gio Andrea Guibert propose un nouveau projet d'agrandissement de la ville vers la mer. En mai 1667, à la demande du duc de Savoie, les autorités municipales organisent la mise aux enchères publiques des terrains à bâtir. Plusieurs riches niçois participent à cette vente. Le projet de Guibert prévoit la démolition des murailles de la seconde moitié du XVIe siècle et leur reconstruction plus près du rivage. L'espace gagné à l'intérieur de la ville accueillera un double alignement de magasins reliés par des portiques. Bien que plus ambitieux, ce plan reprend en somme le projet élaboré vers 1655 par Pietro Arduzzi. Mais là encore, cet aménagement ne sera pas réalisé et la vente aux enchères annulée. Néanmoins, ces projets du XVIIe siècle témoignent de la volonté ducale de développer l'économie de la capitale du comté. Les aménagements urbains n'ont plus pour seul but la défense de la ville, mais sont désormais tournés vers le commerce. En 1688, la guerre de la Ligue d'Augsbourg est déclarée. Le duc Victor Amédée II est alors allié à la France.
Et en 1690, pour se libérer de la tutelle française, le duc de Savoie rejoint la Ligue européenne contre Louis XIV. C'est dans ce contexte que le comté de Nice sera occupé par les troupes françaises de 1691 à 1696. Sur ce plan réalisé pendant cette période, on retrouve le tracé des enceintes de la ville ainsi qu'une vue en coupe de l'extrémité est des murailles de la marine. Le bâtiment indiqué par la lettre D correspond au palais que l'on nomme aujourd'hui la maison Matisse au fond du cours Saléa. On retrouve cet édifice sur une lithographie de la première moitié du XIXe siècle, ainsi qu'une construction dont la localisation et les caractéristiques architecturales permettent de supposer qu'il s'agit là des vestiges des remparts de la marine de la seconde moitié du XVIe siècle. De nos jours, cette possible section de rempart est occupée par plusieurs magasins. Néanmoins, la façade qui donne sur la rue des Ponchettes est encore marquée par une forte inclinaison jusqu'au parapet de la terrasse. Sur le plan élaboré en 1700 par l'ingénieur militaire Lausière d'Astier, on retrouve la porte de la Marine ici, ainsi que le palais qui accueillera 2 siècles plus tard le peintre Matisse. Entre ces deux bâtiments, 5 petits édifices de plan carré ont été aménagés. Il s'agit, semble-t-il, d'un premier alignement de magasins adossés aux fortifications. Mais en 1701 éclate la guerre de succession d'Espagne. Ce conflit entraîne une nouvelle occupation du comté de Nice par les troupes françaises de 1705 à 1713. Sur ordre du roi Louis XIV, de 1705 à 1706, les Français entreprennent la destruction systématique de la citadelle, du château et des fortifications de la ville. Les magasins édifiés au voisinage de la porte de la Marine sont également rasés. Le XVIIIe siècle commence ainsi avec la date clé de 1706 et la perte de la fonction militaire de la ville. Le comté ne sera rendu au duc de Savoie qu'en 1713 grâce au traité d'Utrecht. La zone de la Marine demeure plusieurs années marquée par les décombres des anciens remparts qui encombraient et attristaient ses abords. L'aplanissement du terrain, bouleversé par les démolitions de 1706, n'est entrepris qu'à partir de 1726. C'est dans ce contexte que le projet d'aménager une promenade publique au-dessus d'un alignement de magasins à un étage débute réellement. La terrasse aménagée au cours du XVIIIe siècle reprend le tracé des anciennes fortifications de la seconde moitié du XVIe siècle. L'opération archéologique de surveillance des travaux de réaménagement de la ruelle de la Cité du Parc, menée en 2019, a permis de retrouver les fondations de l'ancienne muraille de la Marine sur lesquelles la terrasse s'est installée. Un élément essentiel des anciennes murailles est maintenu. Il s'agit de la porte de la Marine. Il est difficile de savoir ce qu'il restait exactement de cet ouvrage après les démolitions de 1706. Ce qui est certain, en revanche, c'est que son souvenir demeure, ainsi que son emplacement. D'après l'iconographie en notre possession, cette porte conserve sa localisation dans l'alignement de la rue de la Poissonnerie. Elle correspond à l'actuel porche des Ponchettes, au numéro 2 du cours Saléa. C'est de part et d'autre de cette porte que la construction des premiers magasins de la future terrasse débutera. À partir de l'année 1731, la ville vend aux enchères les terrains au voisinage de la porte de la Marine, sur lesquels les particuliers devront construire des magasins d'un seul étage, et dont la partie supérieure devra être aménagée en terrasse pour la commodité du public. Sur la dite terrasse, un parapet en maçonnerie d'une hauteur de 52 cm devra être construit sur les façades nord et sud. En 1737, la construction de la terrasse se poursuit. La municipalité propose cette année-là d'y intégrer la nouvelle poissonnerie communale. L'architecte Bernardo Spinetta dessine le plan de la nouvelle halle aux poissons. Celle-ci occupe 3 arcades sous la terrasse, à l'est de la porte de la Marine. Elle correspond aujourd'hui aux 8 places Charles-Félix. Dans la 3e arcade qui jouxte la porte de la Marine, on aménage une mezzanine destinée au corps de garde. Au mois d'août 1739, les travaux sont terminés. Sur cette aquarelle du peintre Clément Roissal, on distingue les 3 arches de la poissonnerie construites au XVIIIe siècle, ainsi que le passage de la porte de la Marine. La guerre de succession d'Autriche éclate en 1740. Les troupes franco-espagnoles envahissent le comté de Nice à partir d'avril 1744. En 1748, la guerre prend fin avec la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle.
Mais pendant le temps des conflits, les questions d'ordre urbanistique passent au second plan. La vente des terrains pour l'aménagement de la terrasse ne reprend qu'en 1751. Cependant, aucune clause ne contraint les acquéreurs à construire dans un délai imparti les magasins et la future terrasse. Aussi, comme on peut le voir sur ce plan, en 1769, la terrasse s'interrompt au niveau de l'actuel numéro 22 du cours Saléa. À cette date, l'architecte Francesco Michaud est chargé de dessiner le prolongement de la terrasse. Il dresse pour cela deux plans. Le premier que vous avez sous les yeux propose un prolongement de la terrasse légèrement incliné. Cette inclinaison est due à la présence d'un terrain vendu en 1760 au comte Hongrand de Fiano, qui désire y construire un palais. Le terrain porte le numéro 7 sur ce plan. Le second projet de l'architecte Francesco Michaud propose un prolongement de la terrasse parfaitement rectiligne. Pour ce faire, l'architecte Michaud propose de déplacer le terrain vendu au comte Hongrand, légendé ici par la lettre A. Le futur palais Hongrand sera accolé à la terrasse. Cette disposition permet de conserver la perspective de la promenade du parc, aujourd'hui nommée Cours Saléa, depuis la Villeneuve du XVIIIe siècle. C'est ce second projet qui sera réalisé. L'architecte Michaud propose également la construction d'un escalier à double rampe face au Palais Royal. Il fournit deux projets, l'un orné de quelques pilastres à bossage, l'autre simple par esprit d'économie. Entre 1768 et 1771, 6 nouveaux sites sont concédés en emphytéose. Dans une lettre datée du 14 mai 1770, le comte de Nancy, commandant de la ville et du comté, informe son souverain que la terrasse est construite au-delà de l'escalier projeté par Francesco Michaud. La poursuite de cette terrasse a d'ailleurs nécessité la démolition des remparts construits à partir de 1716. Aussi, tant que l'alignement des magasins ne sera pas complété jusqu'à la maison Hongrand, la ville reste ouverte du côté de la mer, ce qui inquiète le commandant. Afin de presser les constructions, le roi annonce le 4 janvier 1771 que les magasins devront être édifiés dans l'année, et ce, conformément au plan communiqué à chacun des acquéreurs. À la fin de l'année 1771, la terrasse est presque terminée, comme on peut le constater sur ce plan conservé aux archives départementales des Alpes-Maritimes. En 1776, le chantier de la nouvelle promenade et des magasins qui la supportent est enfin achevé. Son accès se fait depuis l'escalier central en marbre, prévu dès 1769 par l'architecte Michaud, ainsi que par une rampe située à l'extrémité ouest de la terrasse, du côté du palais Hongrand. Face au succès rencontré par la première terrasse, dès la fin du XVIIIe siècle, les édiles réfléchissent à la construction d'une seconde promenade. L'ouverture du chemin de Roba-Capeu à partir de 1773 permet de relier la ville au nouveau port Lympia situé de l'autre côté de la colline du château. C'est le long de ce chemin que la nouvelle terrasse est projetée. Parmi les plans élaborés, celui du marquis de la Planardia, alors commandant général de la ville, recommande le déplacement de la porte de la Marine de la lettre A à la lettre B, ainsi que la démolition des magasins situés à l'est de la poissonnerie. Sur cet autre projet, il est également prévu le déplacement de la porte de la Marine à l'extrémité de la nouvelle terrasse. C'est cependant un projet plus simple qui sera adopté. La nouvelle terrasse est réalisée entre 1787 et la fin de l'année 1789 sur le modèle de la première terrasse du XVIIIe siècle. En 1792, la Révolution arrive à Nice, prise par les troupes françaises. Le comté de Nice ne sera cédé à la France qu'en 1796. Au cours des premières années du XIXe siècle, l'érudit Aubin Louis Milin de Grandmaison séjourne à Nice. Il écrit « La terrasse est une plate-forme très élevée, supportée par une suite de bâtiments qui servent de magasins à des marchands. C'est la promenade du soir. La vue s'étend au loin sur la vaste mer. C'est un coup d'œil ravissant de voir ses bords couverts de barques de pêcheurs et dans l'éloignement des vaisseaux qui se dirigent sur Gênes ou sur Marseille. Lorsque le temps est serein, on distingue à l'horizon les montagnes de la Corse. Rien ne porte à la méditation comme le spectacle dont on jouit sur cette terrasse. » Quelques aquarelles et vues d'artistes de la première moitié du XIXe siècle permettent de se représenter l'aspect des terrasses d'alors.
En 1836, la légende du panorama de la ville, peint par Paul-Émile Barbery, fait encore la distinction entre la première terrasse du XVIIIe siècle, nommée Terrasse Vieille, et la partie construite entre 1787 et 1789, appelée Terrasse Neuve. Une première modification des anciennes terrasses est réalisée au début du XIXe siècle. Il s'agit de l'ouverture de la Porta Carlo Felice, ainsi nommée en souvenir de la visite du roi Charles Félix. Son percement est décidé en 1826. Ce nouveau passage permettra de faciliter l'accès à la rue qui mène au port. Quelques plans et anciens clichés la représentent. Cette nouvelle ouverture forme un portique dont la voûte est supportée par 8 colonnes. Elle serait l'œuvre de l'architecte Jean-Antoine Scoffier. Face à la porte Charles-Félix, une ouverture est également percée sous la terrasse neuve de la fin du XVIIIe siècle. Réalisée entre 1870 et 1881, on la voit ici représentée en 1887 sur une toile de l'artiste Henri Arpiniz, conservée au musée de la ville de Paris. Afin de faciliter le passage des automobiles, ces deux ouvertures seront agrandies entre 1963 et 1965. Le doublement de ces ouvertures nécessite l'expropriation et la démolition de 2 magasins. L'ancienne inscription commémorant l'ouverture de la première porte Charles-Félix, vers 1826, est reportée sur le nouveau parapet posé vers 1965. À partir de 1832, la ville de Nice bénéficie d'une commission spécifique nommée Consiglio d'Ornato. Composée de 9 membres, cette commission para-municipale est chargée de traiter toutes les questions d'ordre architectural et urbanistique. Dès 1834, le Consiglio d'Ornato approuve le projet d'une nouvelle terrasse. Néanmoins, l'élaboration du dessin et la construction de la nouvelle promenade s'étaleront sur plusieurs années. Le projet final, dessiné par l'architecte Jean-Antoine Scoffier, est approuvé en 1838. Sous la nouvelle terrasse et à ses extrémités seront aménagés à l'ouest un lavoir, à l'est une poissonnerie et au centre un passage couvert. Le reste est divisé en 10 lots attribués par adjudication à 9 propriétaires privés le 14 octobre 1839. Ces derniers s'engagent à construire les magasins, appartements et terrasses selon les normes votées par le Consiglio d'Ornato. Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'accès à la terrasse était rendu possible grâce à la rampe construite à l'extrémité occidentale, au niveau de l'actuelle rue Raoul-Bozio. Le projet de l'architecte Scoffier envisage de remplacer cette rampe par un nouvel escalier. Le dessin du futur escalier est approuvé lors de la séance du Consiglio d'Ornato tenue le 13 mai 1837. À l'autre extrémité de la terrasse, à l'est, l'escalier déjà existant sera rénové en 1839 selon le dessin de l'architecte Scoffier. Quant à l'escalier principal, construit au centre de la terrasse du XVIIIe siècle entre 1775 et 1776, il subit lui aussi quelques transformations. L'escalier est redessiné par l'architecte de la ville Joseph Vernier. Une nouvelle ouverture est percée au centre de cet escalier pour permettre le passage des piétons. L'ouverture sous l'ancienne terrasse est surmontée d'une voûte à caisson. Grâce à cette ouverture, un accès direct est possible entre le Cours-Saléa et la nouvelle terrasse. Au centre de la nouvelle terrasse du XIXe siècle, le portique à colonnes, prévu dès 1838, ne sera réalisé que vers l'année 1852. Les plans de la nouvelle poissonnerie sont réalisés par l'architecte Joseph Vernier en 1848. La même année, l'ingénieur Joseph Lacroix trace le canal destiné à alimenter la fontaine installée dans la poissonnerie. En novembre 1850, les travaux de la poissonnerie sont quasiment terminés. Mais rapidement, les autorités décident de fermer les arcades de la poissonnerie par de grandes portes en bois, afin de protéger les pêcheurs des bourrasques de vent et des coups de mer. Le lavoir est dessiné sur le même modèle que la poissonnerie avec ses 6 arcades ouvertes.
La 7e arcade sert de passage notamment pour les pêcheurs et leurs barques en cas d'intempéries. L'extrémité occidentale de la nouvelle terrasse, qui permet de relier le lavoir avec l'angle de l'ancienne terrasse du XVIIIe siècle, n'est réalisée qu'entre 1857 et 1860. D'après les états de section du cadastre de 1870, les arcades qui abritaient le lavoir sont désormais une caserne de sapeurs-pompiers. Sur ce cliché de 1865, les arcades du bâtiment sont déjà fermées par une maçonnerie. La promenade des terrasses, aussi bien des anciennes du XVIIIe siècle que des nouvelles du XIXe siècle, est embellie par un nouveau mobilier. De nouveaux bancs en pierre de taille sont installés le long de la paroi nord des premières terrasses. On les voit ici sur cette ancienne carte postale. Quant aux cheminées massives en maçonnerie du XVIIIe siècle, on leur préférera au XIXe des cheminées plus élégantes en fer de fonte. On en conserve encore aujourd'hui quelques-unes. Mais l'aménagement de la promenade des Anglais au cours du XIXe siècle, bordé de riches villas et d'hôtels luxueux, va progressivement faire de l'ombre à la promenade sur les toits-terrasses des Ponchettes. Les dernières transformations que l'on peut évoquer ici sont les destructions subies par les terrasses des Ponchettes au cours de la Seconde Guerre mondiale. La zone des Ponchettes est particulièrement marquée par l'occupation des troupes allemandes. Plusieurs bâtiments seront rasés, c'est le cas de l'escalier situé à l'extrémité est de la terrasse. L'escalier ainsi que la villa qui lui était contiguë seront reconstruits vers 1955. Au-delà de la peinture de camouflage, les Allemands avaient également ouvert une brèche dans la terrasse de la rue des Ponchettes. Au moins 2 maisons, les 28 et 30 rue des Ponchettes, sont rasées et reconstruites dans les années 1950-1960.